aujourd'hui, ça commence à faire sérieusement peur et créer une sérieuse panique en Israël. Et les États-Unis étant les alliés inconditionnels, comme les pays occidentaux, malheureusement, des pays de l'OTAN, inconditionnels d'Israël, ils s'élèvent aujourd'hui pour défendre Israël, en défendant ses alliés, qui sont rien d'autre que les terroristes de la Routa et Daesh, al-Nusra, etc., puisqu'il ne reste plus que ces terroristes-là qui sont en Syrie, plus les forces qui sont soutenues par les Américains dans le nord-est de Deir Zor, qui ne sont rien d'autre que des forces factices aussi, qui aujourd'hui se désolidarisent des Américains et dénoncent le fait que les Américains sont effectivement complices des terroristes et attaquent les terroristes. Et sont avec les terroristes, pardon, ils s'attaquent à la population. Voilà. Donc ça a été je peux dire une transformation qualitative importante qui fait et un point d'inflexion important dans la situation, un point de non-retour, je peux dire, oui, qui montre clairement que aujourd'hui il y a une nouvelle réalité et que Israël ne peut plus faire ce qui lui plaisait comme auparavant dans la région. De ce fait, d'ailleurs, il s'acharne contre une population civile complètement désarmée en Palestine. Hein. Alors, oui. On voit cet acharnement contre les jeunes Palestiniens, contre le peuple palestinien, etc. Et qui aussi font partie du front de la résistance. Les Palestiniens font partie du front de la résistance. Le rapprochement de l'Arabie saoudite avec Israël et qui aujourd'hui sont main dans la main pour mener la guerre ou déclarer en fait comme ennemi déclaré c'est l'Iran plutôt que Israël. Israël s'allie plutôt l'Arabie saoudite s'allie aux objectifs israéliens contre la Syrie aussi et contre les forces qui affluent l'armée syrienne et qui luttent, qui se battent aux côtés d'elle. C'est le Hezbollah d'un côté et les Iraniens de l'autre côté. Donc voilà, et on voit que l'Arabie saoudite déclare le Hezbollah et le Hamas en fait, donc une partie de la résistance palestinienne, il les déclare comme des terroristes. Bon, comme des organisations terroristes. Alors moi je voudrais faire la séparation totale entre les deux. Le Hezbollah est une organisation qui se bat pour l'indépendance et l'intégrité du Liban, de la Syrie. Nous sommes liés par cette guerre antiterroriste. La résistance palestinienne dans son ensemble, elle se bat aussi pour l'indépendance de son pays, pour l'indépendance, et elle est toujours soutenue par la Syrie malgré la difficulté syrienne quand elle s'oriente effectivement contre l'ennemi réel, qui est l'ennemi principal, qui est Israël. Voilà, donc Syrie affirme toujours son soutien à la résistance palestinienne et à la lutte du peuple palestinien. Alors, et ça, oui. C'est ce qui fait rager encore plus Israël et les États-Unis. Alors, et ça, si vous me permettez, je vais revenir un petit peu en arrière pour expliquer... pour détailler en fait les événements qui sont liés à la destruction du F-16 israélien. D'abord, premièrement, la carcasse de l'avion est tombée dans une zone qui est quand même habitée, donc il est très difficile pour Israël de démentir qu'un de leurs avions a été détruit. Mais ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est qu'il y a certainement, évidemment, un avion qui a été détruit, et les 2 pilotes ont été blessés, dont l'un gravement. Mais rien n'est dit sur le fait que plusieurs missiles syriens sont partis, ce qui veut dire que très certainement les autres avions, je crois qu'ils étaient 8 il me semble, hein, très certainement une partie des autres avions ont été lourdement touchés. Alors ils ont pu revenir à leur base
habituel, je dirais, mais ça a été pour eux, je dirais, un choc psychologique très important. Très très important. Et ce choc psychologique a été amplifié tout dernièrement par les photos satellites israéliens, enfin les photos satellites israéliennes, pardon, qui démontraient la présence de ces Su-57 russes de 5e génération sur la base de Rmemim. Parce que là, en plus du fait que maintenant la Syrie considère l'espace aérien libanais comme étant sanctuarisé, c'est-à-dire que maintenant les avions israéliens n'osent même plus rentrer dans l'espace aérien syrien et bombardent depuis l'espace aérien libanais. Et l'entente entre le Liban et la Syrie a fait que la Syrie a pu frapper les avions dans cet espace aérien libanais. Ce qui fait que de fait, l'espace aérien libanais est sanctuarisé. En plus du fait que apparemment des accords pourraient être signés entre la Russie et le Liban sur l'entrée de bâtiments de guerre russes dans les ports libanais, ce qui de fait sanctuariserait encore plus l'espace aérien libanais, puisque les bâtiments de guerre russes ont leur système de défense anti-aérien autonome. Oui, c'est donc un vent de panique. Je voudrais ajouter à ce que vous dites, tout à fait, c'est très vrai, mais je voudrais ajouter à ce que vous dites, Tom, que ça a été l'espace libanais a été aussi sanctuarisé par une décision politique d'ensemble, de l'ensemble des chefs politiques et des partis politiques libanais, alors que Israël tablait toujours sur une division entre les différents partis politiques libanais, dont certains qui sont plutôt proches d'elle. Et ben aujourd'hui, il y a une unité nationale au sein du Liban, au sein des forces politiques libanaises, qui œuvrent pour la défense de leur pays, pour la défense nationale, la défense du pays et la défense de ses territoires et de son ciel, de sa mer et de son air. Parce que Israël a eu le culot aussi et l'audace de prétendre que les gisements de pétrole numéro 9, le bloc 9 dans la Méditerranée, lui appartient, alors que c'est un bloc qui appartient à la Syrie, au Liban. Donc, en fait, toutes ces positions, je peux dire, et toutes ces transformations font en fait effectivement peur à Israël, qui voit que de toute façon, il ne peut plus pratiquer son terrorisme dans la région comme il le voulait et comme il l'a toujours fait jusqu'à présent en toute liberté. Je pense que c'est intéressant quand même de parler, et on en parlera peut-être dans une autre émission ou dans une autre discussion, des gisements de gaz pardon, je vous en prie, et de pétrole qui sont découverts dans la région, qui sont découverts dans la mer Méditerranée et en Syrie. Et là, on comprend pourquoi il y a cet affolement pour mettre la main sur la Syrie et cet affolement contre le pouvoir syrien et contre surtout Bachar al-Assad, qui tient à la souveraineté de la Syrie et qui tient effectivement à ce que toutes les richesses de la Syrie lui appartiennent et appartiennent au peuple syrien et à personne d'autre, ce qui déplaît beaucoup aux Américains qui, rappelons-le, depuis Bush jusqu'à maintenant, tous les chefs d'État américains prétendent à être propriétaires des gisements pétroliers dans le monde entier. Je voudrais rappeler aussi leur position vis-à-vis du Venezuela lorsque Chavez a déclaré que de toute façon, la richesse du pétrole vénézuélien doit retourner au peuple vénézuélien, et il a nationalisé donc de ce fait toutes les compagnies de pétrole vénézuéliennes. Ça a allumé les feux contre eux, et depuis et jusqu'à présent,
il y a aussi une sorte de printemps arabe, je peux dire, qui éclate au Venezuela aujourd'hui. Oui, oui, absolument, absolument. Voilà. On Qu'ils a ont une essayé avalanche, d'éclater. on a une avalanche impérialiste qui menace Donc le Venezuela. on voit effectivement, voilà, les raisons, elles sont politiques, elles sont économiques, elles sont impérialistes, tout simplement. Ces pays, ils veulent mettre la main sur les richesses en démunissant le peuple, sans jamais vouloir faire des accords gagnant-gagnant avec les peuples et participer réellement à la prospérité des deux parties, on peut dire. Mais ça, non, les Occidentaux, ils veulent dévaler, ils veulent des pays complètement paupérisés au profit de leur pompage, que eux pompent complètement toutes les ressources naturelles. L'Afrique en est le meilleur exemple, Oui. Et malheureusement le plus triste, puisque c'est le continent le plus riche du monde, qui contient à la fois du gaz, du pétrole, du diamant, de l'uranium, etc. Et la population meurt de faim au-dessus de ce sous-sol qui est hyper riche à cause des Occidentaux qui fomentent des guerres civiles, et puis même une guerre biologique qui a importé le sida, qui a importé l'Ebola, et tout un tas de choses. Donc effectivement, on voit à quel point c'est démentiel, en fait, cet appétit des pays impérialistes pour les richesses du monde. Et c'est surtout en utilisant une formule absolument cynique, diabolique, machiavélique, d'intervention humanitaire, soi-disant, on voit ça d'ailleurs, encore une fois, concernant la route de l'Est, c'est-à-dire, ouh là là, Damas bombarde les civils, bon, c'est des terroristes, mais voilà, c'est toujours pour des raisons humanitaires, ce qui dans les faits se démontre totalement à l'inverse. Je rappelle encore une fois la situation du camp de Al-Rugban à côté d'Al-Tanf, donc la base militaire américaine. Absolument. Voilà. Tout à fait, personne n'en parle. Oui, et d'ailleurs, on peut rappeler quand même qu'est-ce qui a plaidé pour cette décision, en fait, pour que ce soit adopté à l'ONU, une décision de ce type. Ça a été le tristement célèbre Kouchner, grand sioniste, qui a fait tout pour faire passer le vote pour cette option, je peux dire, d'intervention humanitaire à l'ONU, pour la défense des civils et la défense du peuple. Par contre, bizarrement, on ne l'utilise jamais pour sauver réellement la population des terroristes. C'est juste pour protéger les terroristes contre la population. C'est absolument... Alors, Kouchner, Jared Kushner, Bernard Kouchner, etc. Bon, on peut comprendre comment va la politique actuelle, l'influence sioniste, en fait, sur les politiques occidentales. Et c'est regrettable, c'est fort regrettable. C'est un euphémisme, parce que ça va aussi contre le peuple, contre les peuples. Oui, ça va aussi contre les peuples, les peuples occidentaux, le peuple français, le peuple anglais et même le peuple américain. Ils sont complètement... Tout ça, ça va au profit des grands monopoles des armes et du grand lobby de l'armement et le lobby des médicaments. Oui, parce que les gouvernements, en particulier le français et puis l'américain, exposent leur population à des représailles militaires. Parce que pétrole, bien entendu. Oui. Donc ces deux gouvernements exposent leur propre population. Pardon, vous disiez? Tout à fait. Je dis le lobby du pétrole aussi. Oui, absolument, absolument. On a parlé du lobby de l'armement et le lobby du pétrole aussi, bien sûr, c'est lui qui mène la danse là.
Absolument. Voilà. Derrière les institutions officielles, oui, effectivement. Alors, ces gens-là ne mettent en danger les Ouais. populations des pays occidentaux parce que les gouvernements peuvent prendre des décisions complètement stupides et folles, hein, comme celle d'Emmanuel Macron qui menace d'intervention militaire contre la Syrie en cas d'utilisation soi-disant d'armes chimiques. J'ai du mal à croire que les forces russes laissent faire, hein. Donc c'est-à-dire que là il y a un risque, une menace très claire d'intervention, enfin Mm. d'escalade militaire. On a la même menace, hein, le même type de menace dans le Donbass. Hein. Christelle nous en parlait il y a quelques jours, hein, quelques heures même. Mm. Où l'offensive finale menace d'être déclenchée dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent, avec pour conséquence une intervention possible de l'armée russe, ce que l'OTAN attend avec impatience pour pouvoir déclencher une guerre contre la Russie. Hein. Donc on a, et la France étant partie prenante Ouais. dans cette affaire à partir des accords de Minsk, hein, c'est-à-dire elle est garante en fait de l'application des accords de Minsk, tout en ayant laissé le pouvoir fasciste ukrainien voter la loi de réintégration du Donbass qui qualifie la Russie d'envahisseur et légitimise en fait l'épuration ethnique des populations russophones du Donbass. Donc on est dans les deux cas, en plus de la Corée du Nord et des menaces continuelles des Américains contre Pyongyang, on a ces théâtres d'opération où la Russie et les États-Unis se font face par théâtre d'opération interposé. Et c'est très 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 dangereux. Tout à fait. Tout à fait, mais moi je crois toujours dans la force des peuples, hein. Et le peuple syrien a montré sa force quand même avec 7 ans de résistance et de victoire. Mm. Et je pense que la Syrie, c'est une réalité, la Syrie se bat pour tous les peuples du monde, pour le droit des peuples à décider d'eux-mêmes, à disposer de leur propre richesse, à disposer de leur propre peuple, hein, Ouais. et de leur propre, comment dire, à décider qui les gouverne, comment, etc. Et donc, c'est très important, cet espoir que la Syrie donne au peuple du monde, et qu'ils ont donné d'ailleurs au peuple arabe par cette attaque à l'avion, comment dire, à la fierté, cet avion qui représente la fierté israélienne, le F-16, hein, qui a été détruit par un vieux, Missile, ouais. comment dire, un vieux missile, un vieux lance-missile syrien qui date des années 74. C'était complètement pour montrer effectivement la supériorité. Ce n'est pas dans la technique, la supériorité, c'est dans la volonté et dans la détermination du peuple à se défendre. Et un peuple qui se défend lui-même, il est toujours plus fort que les agresseurs, parce que quand ils agressent, ils n'ont pas tellement... Ils se sentent illégitimes. Ce sont des mercenaires. Ils se sentent illégitimes. Voilà, ce sont des mercenaires. Se sentent illégitimes. Absolument, absolument. Donc c'est inconsciemment, ils sont et de toute façon, ils sont en amoindris. plus, pire, parce qu'ils attaquent par des mercenaires interposés. Oui, ils Voilà. se sentent amoindris psychologiquement, inconsciemment, Voilà. les agresseurs. Donc effectivement, Tout à fait. ils sont susceptibles Ouais. je dirais, de tomber dans la dépression, comme c'est le cas d'ailleurs de l'armée ukrainienne sur le front du Donbass. Hein. C'est Tout à fait. c'est une autodestruction à petit feu. Hein. Oui. Alors Essar, est-ce qu'on peut dire, Ouais, qu'on peut dire tout à fait. Alors pour en revenir, oui, oui, excusez-moi, est-ce qu'on peut dire que finalement la Syrie, oui, allez-y. est-ce qu'on peut dire que finalement la Syrie c'est la digue de l'humanité qui empêche l'enfer de s'étaler totalement sur le monde?
Parce que finalement, effectivement, parce que la victoire et la résistance et la victoire de la Syrie a stoppé net, en fait, tout ce plan qui était mijoté et étudié et mis en forme par les États-Unis pour une stratégie de domination mondiale, donc unipolaire, à laquelle eux, ils domineraient le monde entier, comme ça a été le cas dans les années 90 à la chute de l'Union soviétique. Hein. Donc aujourd'hui, la montée de la Russie et la montée aussi de la Chine, la montée des BRICS est plutôt quelque chose de salvateur, je peux dire, ou salutaire plutôt pour l'humanité, parce que le fait qu'il y ait plusieurs pôles, qu'il y ait des possibilités, qu'il y ait des grosses puissances qui puissent stopper cet appétit gigantesque et gargantuesque des États-Unis est plutôt une très bonne chose pour tous les peuples du monde et plutôt une très bonne chose aussi pour faire régner une nouvelle loi dans le monde qui est une loi du bien-être ensemble, qui est une loi aussi du respect de la nation et de la charte des Nations Unies, qui sur le fond est très bonne, mais sur la réalité aujourd'hui telle qu'elle est appliquée, les Nations Unies sont plutôt l'instance par laquelle passent les États-Unis pour passer ces lois dans le monde, malheureusement, quitte à trahir ses propres chartes et quitte à violer ses propres principes. Donc en fait, le fait que dans toutes les instances qui sont créées, aussi bien dans la sphère eurasienne, où il y a un nouveau type de relation entre les pays qui est propagé et pour lequel il travaille, et sous un nouveau code, je peux dire, entre les pays, un nouveau code interpays est créé, c'est-à-dire des rapports gagnant-gagnant, les rapports de respect de la souveraineté de chacun des pays, les rapports de travail ensemble, et non pas de soumission et de maître esclave en réalité. Bon, c'est quand même un nouveau monde qui naît, et un nouveau monde qui est aujourd'hui en gestation, ou je peux dire en devenir. Et c'est vrai que ça se passe en Syrie, que la Syrie le paye cher, mais c'est parce que aussi la Syrie est en quelque sorte le centre du monde et le centre de tous les tiraillements. Donc c'est vrai qu'on est la digue contre cet enfer qui veut s'étaler sur le monde, et on est aussi des fomentateurs, je peux dire, du nouveau monde, ou un catalyseur important de ce nouveau monde qui est en train de naître, et on peut espérer qu'il est pour le bien de l'humanité. D'accord. Alors, si vous le voulez bien, Essar, il nous reste une grosse dizaine de minutes pour d'abord évoquer l'avancée de l'armée syrienne contre les terroristes, avec des villages libérés, avant d'évoquer les conférences de sécurité de Munich et la réunion du club de Valdai à Moscou. Oui, tout à fait. Ouh là là, oui. En effet, alors l'armée syrienne avance dans la Ghouta aussi, hein, alors qu'aujourd'hui il y a eu quand même des dizaines de projets de missiles qui ont été tirés sur la capitale. Je tiens à dire, hier c'était aussi pareil. Il y a toujours des violations de la part des terroristes du cessez-le-feu. Donc aujourd'hui, l'armée syrienne avance. Elle a repris le contrôle des villes autour de Damas, donc de Nashabiyeh, Hazarma, Houch, As-Salhiyeh
et Tel Forzat. Tous les jours, il y a une avancée de l'armée syrienne. Aujourd'hui, il y a en fait plus de 90 villages qui ont été libérés au sein du gouvernorat d'Idlib. Tous les villages d'Alep Est aussi ont été libérés, tous, et les populations reviennent. Je peux dire, il y a aussi dans les quartiers d'Alep Est, il y a plus de 2 millions de personnes, 1,2 million à 2 millions de personnes qui sont revenues chez eux, donc qui sont revenues dans leur quartier. Chose qu'annonçait d'ailleurs notre ambassadeur Bachar el-Jafari à l'ONU en disant, au lieu maintenant, alors que vous avez crié comme des malades l'année dernière pour l'État qui est en train de massacrer sa population à Alep Est, venez voir maintenant à Alep Est comment les gens sont contents alors qu'ils sont revenus chez eux, dans leur maison et dans leurs appartements, dans leur ville, après le départ des terroristes. Donc aujourd'hui, il y a aussi donc l'armée progresse toujours dans le gouvernorat d'Idlib. C'est très important. Il y a une poche de Daesh qui a été complètement éliminée aussi, qui était du côté, en fait, dans les campagnes un peu éloignées d'Alep Est. D'accord. Éloignées, c'est-à-dire à l'intérieur du désert, de la steppe. Hein. Et donc là aussi, cette poche de Daesh a été éliminée. Donc l'armée syrienne continue à progresser, à libérer le pays du joug des terroristes. Elle continue. Alors ça c'est bien. Sur un autre plan, il y a eu aussi pas mal de réconciliation, pas mal de personnes, nombreuses personnes qui ont rendu les armes aussi, qui se mettent dans le camp de l'armée, en fait, des ex-terroristes qui montrent. Alors là, nous avons aussi des témoignages absolument extraordinaires qui montraient comment ils ont été obligés le flingue sur la tempe de s'enrôler avec eux, avec les terroristes. Et puis maintenant, quand ils ont eu l'occasion de se rendre, là, ils se sont rendus et ils servent tout de suite dans l'armée, ils rejoignent l'armée syrienne, hein, l'armée arabe syrienne, pour continuer à lutter contre le terrorisme, hein, contre les terroristes. Ça, c'est un point, enfin, c'est de tous les jours, on a des témoignages vraiment clairs, nets, ouverts, etc. Sur le plan de on peut parler un petit peu sur le plan de la reprise de l'économie. Il y a plus de 600 unités industrielles qui ont repris le travail correctement. Peut-être pas à pleine production, mais qui ont redémarré. Ce qui permet de dire quand même il y a une très grande vitalité dans la population syrienne. Il y a eu aussi des médailles et des prix qui ont été décrochés aussi bien donc dans les différents tournois de foot, de natation, etc. Sportifs, je peux dire. Donc les Syriens ont excellé là-dedans. Mais aussi, il y a eu aussi des prix pour des films, notamment pour le film que nous présentons demain au Ciné Club, qui s'appelle Sur les toits de Damas, qui a obtenu aussi des prix dans le festival, au festival de Pologne, en fait. Je peux dire aussi que tous ces films qui remportent des prix, etc., ils partent orphelins. Le film part tout seul, sans son réalisateur, puisque le réalisateur n'a pas de visa
étant syrien, on ne lui donne pas de visa dans le pays d'accueil. Donc voilà, et donc il envoie son film et malgré tout, il remporte un prix. Donc je tiens à saluer tous ces créateurs qui, du fin fond de leur souffrance, parlent, écrivent, filment la souffrance syrienne et qui fait mal au monde aussi et qui montre à quel point dans sa profondeur et dans sa réalisation, qui remporte des victoires aussi, donc des prix artistiques, des prix pour le récit et pour le contenu et pour le jeu. Donc c'est quand même très très intéressant et très important voir cette population qui s'attache à la vie malgré tout et qui excelle dans sa vie. Voilà. On va terminer ce Citrep. On voulait parler. Oui, je vous en prie. On voulait parler. Vous vouliez qu'on parle de cette réunion à Berlin, à Munich, pardon. Oui. De la réunion de Munich sur la sécurité et la paix, disent-ils. Oui. Alors qui était tout sauf ça, puisque c'était la réunion des pays occidentaux de l'OTAN. C'était un appel, donc une décision à renforcer l'OTAN, à renforcer toutes les armées, donc à augmenter les investissements militaires dans chacun des pays, et puis surtout à propager aussi tout un réseau de missiles et puis autour de la Russie qui est qualifié de l'ennemi important, du gros ennemi, alors que finalement on parle de paix, soi-disant. Ça, c'était donc cette réunion. Et puis, bon, je dis le résultat comme ça rapidement. Et la réunion de Valdai était tout l'inverse. C'était vraiment la réunion. Il y avait principalement la Syrie, l'Iran qui y participaient et la Turquie, bien entendu, aussi. C'était aussi plus une réunion d'ouverture qui mettait en évidence le rôle de la Russie en tant que défenseur de la charte de l'ONU et défenseur du vivre ensemble, je peux dire, et des rapports égalitaires ou équitables entre les différents pays. A été souligné le rôle de la Russie dans cette réunion, le rôle de la Russie dans la lutte contre le terrorisme, son rôle dans le soutien du front de la résistance qui est l'Iran, la Syrie et la résistance libanaise, en fait, dans le rétablissement de la paix dans la région. Donc c'était beaucoup plus calme, beaucoup moins belliqueux, oui. Et que la réunion de Munich. Le forum voilà. De Munich sur la sécurité, oui. Le forum de la paix et sécurité, voilà, tout à fait. Voilà. Bien. Eh bien, Issar, il reste plus qu'à conclure. Hein. Je vous laisse la parole. Tout à fait. Alors là-dessus, je voudrais saluer tout le monde. Je voudrais vous dire que de toute façon, nous sommes ravis. Nous, peuple syrien, nous serons ravis de votre soutien à notre lutte, qui est aussi la vôtre. C'est une lutte qui est pour la liberté, pour l'indépendance, pour la souveraineté de notre pays et contre toutes les ingérences étrangères. Importante. Alors là-dessus, je voudrais quand même clarifier quelque chose. Il y en a qui disent « Ah, la Russie s'ingère en Syrie, ah, l'Iran s'ingère en Syrie ». Certains veulent dire ça, mais en réalité, la Russie ne s'ingère pas en Syrie. La Russie répond à l'appel de la Syrie pour l'aider à se défendre contre le terrorisme. Et l'Iran, exactement pareil, sachant que l'Iran agit au niveau juste du Conseil, elle n'a aucune base en Syrie,
elle n'a aucune présence en Syrie militaire, hein, mais il y a effectivement des conseillers militaires auprès de l'armée syrienne et auprès des forces populaires de défense. Donc voilà, il est important que ces choses soient claires. Je comprends que on a tendance à écouter ou à succomber au matraquage médiatique occidental, des médias occidentaux, des médias mainstream. Mais c'est vrai que c'est important d'ouvrir les yeux et puis de chercher la vraie information. Je vous salue très fort et je vous dis donc à bientôt pour notre 36e Sitrep dans 15 jours. Et merci beaucoup. Merci, merci à Tom, surtout. Merci. Merci Essar, merci de nous avoir éclairé encore une fois sur la situation dans votre pays. C'est absolument indispensable hein, parce qu'une chape de plomb médiatique s'abat sur nos consciences en ce moment. Elle s'acharne avec cette histoire de Ghouta de l'Est et de la menace de false flag à l'arme chimique. Et c'est important d'avoir votre éclairage, d'avoir un direct de la Syrie pour avoir cet autre son de cloche salvateur, libérateur et conscientisant pour ne pas tomber dans le panneau. Voilà. Merci Essar, passez une bonne soirée et à très bientôt sur Réveil Français TV. Merci beaucoup. Au revoir. Ok, merci beaucoup. Au revoir.